Contre-courant avec Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Et aujourd'hui nous allons parler d'art, Michel. Depuis le 7 octobre, depuis la guerre entre Israël et le Hamas, le monde de l'art se divise, se déchire, on pourrait même dire. Et nous avons nos invités avec lesquels nous allons parler justement de cet écosystème du monde de l'art. Alors nos invités, d'abord Francine Shapiro qui est galeriste. Bonjour Francine. Bonjour Léa. Et Francine, face à vous, Philippe Cohen qui est collectionneur d'art. Bonjour à vous Philippe. Bonjour, bonjour. Et ensemble, bien évidemment, nous allons parler de cette actualité. Alors, je vous propose peut-être chacun l'un après l'autre de vous présenter et puis de répondre peut-être à cette première question. Qu'est-ce qui vous a choqué depuis le 7 octobre, depuis les événements et ce conflit? Qu'est-ce qui a changé dans ce monde de l'art que vous connaissez si bien? Peut-être vous, Philippe. Ok, merci alors. Merci Francine de me donner la parole. Écoutez, je vais me présenter rapidement. Je suis plutôt connu comme un collectionneur d'art contemporain depuis 30-35 ans, sauf dans un petit milieu comme Francine et certains amis qui savent que j'ai aussi collectionné des objets du judaïsme du Maroc et des dessins du 19e autour de Delacroix. Donc toujours en rapport avec ma culture marocaine. Voilà, j'ai décidé donc de faire mon alia depuis 8-9 ans. Donc pas nécessairement à cause de l'antisémitisme, mais j'avais ça en tête depuis fort longtemps. Et puis je me suis réveillé un matin, puis j'ai décidé qu'il fallait dire non. Donc que la France était plus le pays où je voulais que mes enfants continuent à être élevés. Donc j'ai décidé de partir tout simplement. Évidemment, j'ai depuis longtemps tissé des liens avec les institutions israéliennes, en particulier le musée d'Israël dont j'ai été président des Amis du musée pendant fort longtemps. Donc j'ai prolongé cette action en arrivant en Israël avec l'ensemble des musées israéliens. Voilà. Et alors Philippe Cohen, vous êtes là parce que c'est un sujet en vérité passionnant, peut-être mal connu de nos auditeurs ou pas du tout connu, ce monde de l'art qui se divise en ce moment de plus belle, on peut dire, parce que c'est pas la première fois depuis le 7 octobre, depuis les massacres en Israël et la guerre qui en a suivi contre le Hamas. Vous, Philippe Cohen, alors vous avez été choqué dans ce monde de l'art tout de suite, notamment vous le racontiez dans la presse française, une affaire tout à fait étonnante, une artiste qui se permet, je crois, de photographier, enfin, ou de créer une œuvre d'art sur une vieille dame israélienne. Elle a juste fait un post Instagram tout simple, mais odieux. Et c'est vrai que quand on est dans le monde de l'art et qu'on est artiste, et quel que soit, on va dire, son bord, ou qu'on soit pro-palestinien ou anti-israélien, peu importe, elle s'est juste permise de poster, vous savez, cette femme otage de 85 ans qui a été libérée depuis et qui se trouve être une femme qui a déjà vécu les camps de concentration. Donc, rire d'un post Instagram devant les bourreaux du Hamas en la montrant le lendemain du massacre, je pense que ça a entraîné vraiment une vraie fracture. Il faut pas la citer, cette dame, non? On peut la citer, je voudrais pas citer tous les gens autour de ça qui ont décidé de nous détester, mais elle, oui, on peut la citer. Elle s'appelle Émilie Jassir, c'est une artiste palestinienne et surtout elle est très connue dans le monde de l'art. Elle est déjà dans des grands musées comme le MoMA. Voilà, donc vous nous parlez d'une artiste qui est très connue. Francine, vous êtes galeriste. Vous avez donc dans votre activité ce choix de décider si un artiste va figurer chez vous, sur vos murs, pour le présenter. Vous avez cette liberté. Est-ce que une artiste comme celle-ci, qui a des positions et qui exprime ses positions, parce qu'on a tous des positions, mais elle les exprime publiquement, est-ce que ça vous empêche ou c'est rédhibitoire pour vous et vous allez bien sûr éviter de choisir ces artistes-là? Moi, ça me paraît comme une évidence, compte tenu du combat que la galerie a mené depuis 44 ans maintenant, justement pour présenter la culture juive dans ses dialogues avec les autres cultures. Donc, c'est
ce qu'on a essayé toujours de défendre, c'est précisément ce dialogue, un message d'entente, de paix, de connaissance mutuelle. Donc, à titre personnel, parce que c'est très personnel, la gestion, la direction d'une galerie, c'est le reflet de ce qu'on est, de son histoire, c'est un projet qu'on a voulu. Donc c'est quelque chose, une question qui ne peut même pas se poser pour moi. Est-ce que Francine Shapiro, vous êtes impactée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des événements parce qu'on voit un petit peu partout dans les rues de Paris des affiches, ce qui rajoute à la violence à la violence, des affiches des otages israéliens qui sont déchirés en plein Paris. Ça donne symboliquement beaucoup de violence. Est-ce que vous-même, vous avez eu, si j'ose dire, à souffrir de ces retombées dans notre pays, en France? Au niveau de l'art qui est visible, qui est puisqu'on expose, on est évidemment, on peut dire que à l'heure actuelle, il y a un avant 7 octobre avec j'allais dire une utopie, mais à l'heure actuelle, je suis pessimiste. J'y crois toujours. Mais on peut le comprendre. Et puis l'arrêt brutal j'allais dire l'innommable, l'impensable de ce qui s'est passé. Et on ressent très très fort cette fracture au niveau du public, des gens qui rentrent dans la galerie. Et ça a marqué, je dois dire, un arrêt brutal dans nos projets, puisque... Par rapport à vos œuvres judaïques. Oui, et par rapport aux artistes... nous avions en cours une exposition où les lettres hébraïques étaient incorporées. Oui, voilà. Et on a décidé du jour au lendemain, avec l'accord de Franck, de reporter à une période plus apaisée cette exposition, parce que ça a suscité beaucoup de réactions provocatrice. Oui, mais là, ce qui est intéressant que vous soulignez, Francine Shapiro, c'est que c'est l'art judaïca, donc c'est de la culture juive. On parle même pas d'Israël, et pourtant, il y a de l'hostilité qui se manifeste. Il y a cette espèce de syncrétisme affolant entre tout ce qui représente, là, en l'occurrence, sont les lettres hébraïques, là, alors que ça n'était pas du tout lié ni à Israël. Mais par contre, c'était un hommage à une femme résistante. Oui. Donc, le simple fait de voir des lettres hébraïques, c'est quelque chose qui dérange, traumatisant, disons. Philippe Cohen, est-ce que le politique doit ou peut ou ne doit pas, inversement, s'introduire, s'immiscer dans le monde de l'art? Ou est-ce qu'il le fait naturellement? Non, le politique aujourd'hui s'initie dans le monde de l'art très naturellement. Mais je voudrais, si vous permettez, de compléter le sujet des galeristes et pour vous dire que là aussi il y a eu une fracture, parce que par exemple plusieurs galeristes ont dénoncé cette fameuse lettre qui est parue dans Art Forum où le directeur de la publication a pu faire signer par 8000 artistes, dont certains très importants. Je parle d'artistes vivants, bien évidemment. Et en fait, dans cette lettre ouverte, ils demandaient un cessez-le-feu, mais à aucun moment ils n'ont dénoncé le massacre du 7 octobre, ni le statut des otages. Et donc, c'est là, la fracture a eu lieu à ce moment-là. Et on va catégoriser en deux parties les gens qui ont dénoncé cette lettre absolument. Et on a constitué d'ailleurs un groupe assez puissant de 400 collectionneurs dans le monde, galeristes, conservateurs de musées, bien sûr la plupart d'entre eux juifs. Et puis donc on a quand même réussi à faire en sorte que ce directeur de la publication soit démis de ses fonctions. Mais, ce que vous dénoncez, c'est ce déséquilibre. Oui. La critique d'Israël a eu lieu, mais la reconnaissance du carnage et de la barbarie n'a pas eu lieu. Exactement. D'une manière générale, les collectionneurs dans le monde de l'art, on a toujours accepté cette liberté d'expression qui est très caractéristique et normale dans le monde de l'art, mais
le 7 octobre nous a ouvert les yeux. Moi, par exemple, j'ai vécu de la part d'artistes signataires comme une trahison, tout simplement, parce que il y a eu une forme je sais pas si ça se dit, une humanité en français, oui. Oui, on peut le dire. D'inhumanité de leur part. On dirait que pour eux, c'était un espèce d'incident banal. Alors déshumanisation. Déshumanisation, alors que nous, enfin moi qui vis en Israël, et vous, enfin le peuple juif dans son ensemble, a vécu ça comme l'événement marquant après la Shoah. Absolument. Voilà. Par exemple, des artistes se sont démarqués en n'acceptant pas d'ouvrir une expo de l'artiste chinois Ai Weiwei. Vous savez, cet artiste qui a été mis en prison longtemps, puis libéré, qui est connu pour ses positions pro-palestiniennes. Malgré ça, il y a une tolérance en Israël vis-à-vis de ça du monde de la culture, puisqu'il a fait une grande rétrospective au musée de Jérusalem, mais il s'est permis de faire un tweet purement antisémite. Ouais. Donc à ce moment-là, les galeristes d'un commun accord ont décidé de ne pas faire cette exposition. Est-ce que vous êtes surpris, Philippe Cohen, quand même, vous êtes dans ce milieu depuis des années, le milieu culturel a depuis longtemps été traversé par des courants plus qu'antisionistes, antisémites. Vous dites que là, depuis le 7 octobre, c'est exacerbé? Oui, je suis quand même surpris. Je suis pas surpris parce que l'intensité de la guerre est telle, et j'entends très bien que ces gens qui sont contre Israël vivent très mal la quantité de morts civiles, et je pense que nous tous ici autour de cette table on a le même ressenti, mais ce côté inhumain du massacre, qui est quand même un génocide très particulier, qui ne soit pas dénoncé par eux, et donc d'autres galeristes ont préféré dire quand ils avaient plusieurs artistes justement qui dénonçaient pas ça, dire que c'était leur liberté. Mais à un moment donné, cette liberté d'expression, il faut bien qu'à un moment donné on lui donne quelques limites. Un cadre. Un cadre, c'est comme pour les actions du BDS, il y a un cadre juridique. À un moment donné, il y a un cadre, il faut le respecter. Quand on sort de ce cadre, on se sent trahi. La limite, c'est l'antisémitisme. La limite, c'est cette fameuse antisionisme, frontière antisémitisme, bien évidemment. Oui, alors est-ce que ça veut dire qu'on devient aujourd'hui, quand vous êtes, travaillez dans le domaine de l'art, des galéristes, des collectionneurs, aujourd'hui, vous avez en quelque sorte presque l'obligation de vous muer en militant aussi, mais militant de quoi? Des droits de l'homme, d'Israël, des Juifs? Déjà en militant de la désinformation. Moi, j'ai quitté la France à cause de la désinformation. Pardon, j'ai des journalistes à cette table, mais je crois que plus que les hommes politiques, j'ai été choqué depuis 20 ans par la désinformation des journalistes français. Et j'ai décidé à un moment donné de ne plus vivre cela, et donc de partir. Donc aujourd'hui, il y a un retournement de tendance évident, et tant mieux en France. Alors, je voudrais quand même dire qu'en France, le malaise dont on parle, cette fracture, elle est là, mais on a beaucoup plus de gens silencieux que de gens qui s'expriment. Et c'est vrai que si je... Et vous diriez que c'est mieux, finalement? Non, je dis pour pas ne que pas c'est savoir mieux. ce que pensent les silencieux? Non, mais ça me permet de, peut-être, par la résistance que je fais, en essayant de dénoncer, de montrer, de dire, de citer les uns ou les autres, peut-être que de rallier ces silencieux à notre cause. Francine? Oui, je crois que, comme Philippe vient de le dire, la désinformation est au cœur de ce silence majoritaire. Et là, des journalistes comme vous, comme la radio, peuvent jouer un rôle fondamental, les journaux, effectivement. Et le danger, j'allais dire, le plus grand danger, parce que ça ne peut pas être maîtrisé, viendrait, et là c'est l'exemple qu'a donné Philippe, des réseaux sociaux, Instagram, qui sont très écoutés par un public de tous bords, et qui sont repris comme une vérité, alors que ça n'est pas contrôlé, il n'y a aucun contrôle. Donc
voilà, il faudrait établir un contrôle de l'information. Alors pour vous, Francine, et pour vous, Philippe, qui êtes dans ce milieu tous les jours, vous diriez que c'est qu'il y a une impossibilité de revenir en arrière, que la problématique est très profonde. Vous parlez dans un article dans Le Monde que l'écosystème, vous dites, a été ébranlé. C'est un terme très fort. Est-ce que l'écosystème du monde de l'art est totalement détruit selon vous, ou il y aura une possibilité de retour en arrière? Alors, moi, je fais partie des gens qui ont toujours un espoir. Donc, je pense qu'il est ébranlé pour le moment. Et plus que le monde de l'art, ce qui a entraîné cette fracture, c'est le monde intellectuel et de la recherche. Le monde de l'art est assez lié au monde de la recherche et des intellectuels, des philosophes, des sociologues. Et quand je vois aujourd'hui, là où j'ai une grande lueur d'espoir, c'est de voir que la sociologue franco-israélienne Eva Illouz et le philosophe Raphaël Zaguri ont complètement retourné à leur veste, et qu'eux-mêmes se sentent totalement désabusés, trahis par le monde des intellectuels de gauche internationale. Ça veut dire que c'est eux aujourd'hui, ces intellectuels de gauche, plutôt pro-palestiniens, pour dire les choses gentiment, voire anti-israéliens, qui tiennent le haut du pavé dans le milieu? Oui, c'est eux qui tiennent le haut du pavé, et la plupart, certains sont juifs, pour ne citer que la philosophe Judith Butler, qui est connue pour ses positions anti-Israël et pro-palestiniennes, et qui, oui, bien sûr, comme tout le monde, bien sûr, elle va dire qu'elle est très perturbée par le massacre du 7 octobre, mais dans la réalité, je pense que le peu de jours après, elle a déjà oublié. Le monde de l'art en Allemagne, c'est intéressant, Léa, justement. Cette fois-ci, les Allemands sont quand même un peu soucieux de leur histoire et de ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a des bonnes réactions en Allemagne sur les tentatives de boycott. C'est un vrai bon exemple. Aujourd'hui en Allemagne, tout ce qui touche à de la propagande Hamas est condamnable. Tout ce qui touche, bien sûr, à l'antisémitisme. Ils sont très vigilants, vous les trouvez très vigilants. Et quasiment toutes les grandes manifestations culturelles, artistiques et tout ont été déprogrammées. Et je trouve que c'est une bonne chose. J'espère que ça va pas l'être définitivement, parce qu'il faut quand même qu'on revienne dans une forme d'apaisement et de liberté. Et de liberté après cette guerre. Est-ce qu'on n'est pas à un moment de vérité, finalement, c'est-à-dire un moment clé où les masques tombent, et donc il y aurait comme une obligation de se positionner, et vous auriez-vous dans ce monde-là une plus grande vérité à comprendre et à voir les gens tels qu'ils sont? Oui. En tout cas, ce qu'on observe, c'est une espèce de libération du refoulé au niveau des manifestations de l'antisémitisme. C'est pour ça que je dis moment de vérité, finalement. Ce qu'a initié, je pense, Philippe Cohen, c'est un début de mouvement de résistance et de recensement. Je pense que c'est... Oui, ce que je voudrais dire pour compléter, Francine, c'est que après le 7 octobre, il y a eu 3 camps. Il y a eu le camp pro-Hamas, pour le cessez-le-feu et tout ce que ça veut dire. Il y a eu le camp pour Israël, évidemment. Mais puis il y a un 3e camp où il y a les silencieux, les marches blanches, les minutes de silence, et voilà. Mais vraiment, je prie pour qu'il n'y ait plus de camp. Vraiment, à la fin de ce conflit, il faut que les intellectuels se retrouvent de manière plus apaisée. Il y aura toujours des irascibles qu'on aura éliminés, dans un camp ou en autre, évidemment. Mais tous les gens de bonne volonté qui sont pour militer, peut-être, pour avoir, je sais pas, j'ai pas d'avis acté sur la question de 2 États, etc. Mais en tout cas,
je suis plutôt un pacifiste. Voilà, Philippe Cohen, un pacifiste, galériste. Vous vous présentez aussi comme un juif marocain, Oui. maintenant israélien, franco-israélien. Et là, on va peut-être donner à nos auditeurs, dans le cadre de cette émission, quelques raisons aussi d'espérer, raisons de se réjouir, parce que vous allez nous le dire dans quelques instants, vous avez été à l'origine de la signature d'accords entre les musées israéliens et marocains. Voilà, c'est ça, oui. Écoutez, en bon juif d'origine marocaine, je fais partie de ceux qui ont gardé un attachement profond au Maroc et au roi du Maroc. Beaucoup nous écoutent. Voilà. Oui, j'espère qu'ils sont contents. Il y a quelques détracteurs toujours, parce que évidemment on a tous vu les manifestations importantes à Rabat et ailleurs, mais je crois comprendre que le roi du Maroc a préféré laisser le peuple s'exprimer, et c'est un pas vers la liberté d'expression. Je trouve que c'est normal, mais au fond, nous savons très bien que le roi tient absolument à consolider la paix entre Israël et le Maroc, les accords de paix, la collaboration. Et c'est vrai que j'ai été sollicité après les accords de paix par le président de la Fondation des musées du roi, qui s'appelle Mehdi Kotbi. D'ailleurs, ceux qui ont le temps ce matin, il y a un très beau portrait de lui dans le Figaro. Et d'ailleurs, il cite parmi les actions l'ouverture prochaine du musée juif de Fès, qui est une décision royale de Sa Majesté. Et donc, voilà, dans le fond, je suis très optimiste avec encore certains pays pour que le dialogue soit ouvert, constructif et permanent. Ben voilà une belle phrase de fin. Merci infiniment Philippe Cohen, collectionneur, Francine Shapiro, galeriste, et nous sommes bien évidemment avec Michel Zerbib dans À Contre-Courant. Voilà, vive l'art. Vive l'art. Et rendez-vous à Contre-Courant la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Radio J.